Voilà, l'affaire son musique. DRC Africa. Balobi ya delo ya sika tala souple sikeye énergie kitoko wapi la DRC Africa. La chaîne du business en Afrique. Bolland. 2, 3, DRC Africa need you. Miami, Alfredo Belcanto, Babaco, DRC Africa. This is the best business television in the whole world. Oui, double chaîne, pas chaîne. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes encore là pour l'émission Élite. Aujourd'hui, notre regard se tourne vers l'extérieur. Aujourd'hui, nous recevons un Congolais qui vit à l'étranger, comme on l'appelle communément diaspora. Alors aujourd'hui, avec M. Jean-Pierre Kalota, qui est consultant en informatique, nous allons quand même essayer de connaître ses points de vue par rapport à plusieurs thèmes, par rapport à la situation du pays, par rapport à la situation des Congolais qui vivent à l'étranger ici. Et j'espère que vous allez passer un excellent moment avec nous. Alors, comme d'habitude, le numéro est affiché au bas de l'écran. Si vous avez des questions à poser ou des remarques de suggestions, bah faites-le parce que l'émission est libre et interactive. Très heureuse de vous recevoir, M. Kalota. Merci et je suis heureux d'être reçu par vous et dans cette émission. Merci. Voilà. La toute première question, on dit que vous êtes de la diaspora. Pour vous, quel est le sens de ce mot, la diaspora? Diaspora. C'est vrai que souvent ça a tendance à avoir référence... C'est souvent péjoratif, ici chez nous. Oui, ça c'est au Congo, mais quand on parle de la diaspora, aujourd'hui on parle de la diaspora juive. On avait parlé de la diaspora juive, de ces juifs qui, dès le 1er siècle, avaient été plus ou moins avaient quitté Israël pour aller au travers le monde parce qu'ils étaient persécutés. Mais la diaspora, c'est quoi dans le cas du Congo? C'est tous les fils de ce pays, fils et filles bien sûr, qui pour des raisons soit d'études, en tout cas pour les premiers, et par la suite il y a eu des vagues successives d'immigration liées à la situation économique qui était assez, la précarité de la situation économique au Congo a entraîné, a amené ces fils du pays à chercher à aller trouver mieux ailleurs. Donc la plupart des Congolais qui vivent à l'extérieur sont des exilés économiques et non politiques. Je ne sais pas ce que vous entendez par exilé économique, mais je crois que tout individu a besoin, ou du moins de s'assurer une vie meilleure, et il est de moments où des fois il faut savoir partir. Savoir partir ne veut pas dire que laisser le navire, abandonner le navire. Mais vous avez abandonné les navires. Beaucoup de Congolais ont abandonné le pays. Non, pas du tout, madame. Ils n'ont même pas envie de rentrer. Pas du tout. Le problème n'est pas d'avoir envie de rentrer. Le problème, c'est que si nous rentrons, et si même à l'extérieur, songeons à ceux qui sont restés, c'est parce que nous aimons ce pays. La preuve est que, vous devez sûrement connaître ces chiffres, la contribution des Congolais de l'étranger par rapport à l'économie de ce pays, 2007-2008, 2 milliards 750 000 $. Je crois que si ces Congolais n'aimaient pas ce pays, je parle de ceux de la diaspora, de tout pays confondu, je parle des Congolais, je ne pense pas qu'on aurait... Mais on ne sent pas d'une façon, comment je peux dire, d'une façon réelle votre appui là. Pourquoi ne pas le faire d'une façon formelle et cette aide est beaucoup plus informelle que formelle. Il n'y a pas de structure qui peut vous accueillir comme les autres, les Maliens, les Sénégalais et autres. Bien sûr que vous donnez 2 milliards de $, mais on ne le sent pas. Mais justement, en parlant de structure, on parle d'organisation. Qui dit organisation dit dans un État où, je dirais, l'administration est forte. Ça, c'est une première chose. Donc, il n'y avait pas, ou du moins jusqu'à pas longtemps, des banques congolaises qui pouvaient canaliser ce flux d'argent venant de l'extérieur. Donc, ce n'était pas aux Congolais de l'extérieur de se substituer aux carences de l'État dans certains domaines, de se substituer du fait qu'il n'y avait pas suffisamment, je dirais, d'accompagnement pour ces Congolais de l'étranger qui malheureusement étaient considérés par beaucoup comme étant de ceux qui étaient partis ou de ceux qui critiquaient le gouvernement en place. Et pourtant, le rôle
de la diaspora dans beaucoup de pays, et le rôle que la diaspora peut et veut jouer pour le Congo, et aussi de cet accompagnement, accompagner ce pays dans son développement. Bon, après, ce n'est pas aux Congolais de l'étranger de se situer à l'État. Donc, il faut qu'il y ait des structures organisées. Il y a eu, bien sûr... il y a eu à un moment dans ce pays le vice-ministère chargé des Congolais de l'étranger. Est-ce que vous les avez côtoyés pour savoir qu'est-ce que vous avez travaillé ensemble à ce moment-là, bien que ce vice-ministère n'existe plus? Oui, il y a eu une tentative en ce moment-là, à partir de ce que je crois qu'on avait appelé une organisation qui regroupait les Congolais de l'étranger. Il est assez malheureux de voir que, en tout cas aujourd'hui, ce ministère n'existe pas, mais pourtant il pouvait et il devait être, je dirais, une structure pour essayer de canaliser, non seulement canaliser, mais de faire, comment je peux appeler ça, une espèce de recensement de ces Congolais de l'étranger, des compétences qu'il peut y avoir à l'extérieur, et même être l'organisme qui pourrait canaliser ce type d'aide et amener à ce que cet apport des Congolais de l'étranger soit dirigé vers des secteurs qui en étaient demandeurs. Est-ce que vous avez une organisation là-bas? Vous êtes en France, je parie. C'est ça, vous êtes à Paris, en France. Est-ce qu'il y a une organisation qui regroupe des Congolais là-bas? Il y a des organisations. Mais pourquoi vous ne fusionnez pas en un seul pour constituer une sorte de lobby? Pourquoi en faire plusieurs? Vous dispersez vos forces? Ça, c'est mon impression. Merci de la question, mais en même temps, je dis, les Congolais, quel que soit ce qu'on est, je crois qu'on n'a pas forcément, bien qu'on soit de la diaspora, une même idéologie, ce que je veux dire. Mais cela n'empêche qu'au travers des diverses organisations qui existent aujourd'hui, des associations ou consorts, il y a des actions qui peuvent se faire, qui se font. Au départ, ce n'est pas un problème de structure qu'il faut, pour qu'il y ait structure des Congolais de l'étranger de l'autre côté, unis, bien sûr, il y a une structure qui existe, mais dont personnellement je ne fais pas partie, quoique en 2009 j'avais participé au Forum des Congolais, le Forum économique des Congolais de l'étranger qui avait été organisé au ministère des Affaires étrangères avec l'appui de la Suisse, de la Grande-Bretagne ainsi que de l'Organisation d'immigration internationale. Bon, c'était une belle initiative, mais en même temps, je dis, ces structures qui sont plus ou moins, en tout cas pour l'instant, informelles, qui peuvent à un certain moment donner un élan et susciter je dirais, l'émergence de quelques organisations un peu plus structurées, serait bienvenue. Mais aujourd'hui, je crois que le problème n'est pas dans l'organisation des Congolais de l'étranger. Le problème est qu'il y ait au Congo une administration suffisamment forte et je dirais réellement un État qui puisse accompagner ce pays. Donc le problème, il ne faut pas changer, si vous voulez, de responsabilité. Nous sommes Congolais comme tout autre qui vivons ici au Congo. On ne demande pas aux Congolais du Congo de s'organiser pour quoi que ce soit. Il y a un gouvernement qui est là, il y a les structures de l'État qui sont là pour ça. Mais ça, ce n'est qu'une impression, mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de Congolais de l'étranger ne font que critiquer les efforts du gouvernement. Le problème... On les voit souvent dans les réseaux sociaux et partout, il n'y a on ne voit que le mauvais côté de ce qui se passe chez nous. Mais, madame, pourquoi voulez-vous qu'on parle de ce qui est bien? Parce que le rôle d'un gouvernement, quand il est en place, c'est pour garantir le minimum à sa population en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de la vie sociale. Donc, qu'un gouvernement puisse construire de routes ou d'autres choses, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, il ne fait que son devoir. Et en même temps, ne regardez pas cette critique comme étant, ou les Congolais de l'étranger, quand ils pointent du doigt ce qui ne va pas, comme étant les empêcheurs de tourner en rond. C'est que... C'est pas une façon pour vous pour obtenir vos papiers là-bas? Mais non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de critiquer, parce que le Congo aujourd'hui étant plus ou moins dans une certaine stabilité, je ne pense pas que l'objectif des Congolais de l'étranger soit d'obtenir des papiers, parce que beaucoup les ont et ne les ont pas obtenus parce qu'ils avaient critiqué. Pas du tout. Mais le problème qui est là, c'est qu'il y a dans le chef de ceux qui peut-être sont au pouvoir, disons, cette peur ou cette crainte des Congolais de l'étranger, ou du moins, ils perçoivent mal les critiques. Madame, vous savez, les critiques doivent être perçues, ou du moins, dès l'instant qu'on les fait, il faut les accepter parce que ça permet d'avancer. Moi, je dois considérer ces critiques comme étant un miroir qui permet et qui permettrait à ceux qui sont au pouvoir de regarder là où il y a les défauts. Il ne faut pas considérer chaque fois, dès l'instant qu'on critique ou qu'on veut toucher du doigt ce qui ne va pas, comme étant des gens qui critiquent pour ne rien faire. On a peut-être
des exigences plus ou moins fortes, un regard assez acerbe sur certaines choses qui se passent. Parce que de l'étranger, nous vivons d'autres réalités. Nous vivons dans un monde où il y a la présence effective de l'État dans différents domaines, l'État jouant son rôle. Et par rapport à cela, étant certes de l'extérieur, on se dit pourquoi pas nos frères rester au pays, vivre aussi dans les conditions telles que nous les connaissons à l'extérieur. Donc nos critiques, ce n'est pas pour déranger ceux qui sont en place. Les critiques, c'est pour amener nos frères à se réveiller. Lesquels? Mais ceux qui sont au gouvernement aussi. Tout simplement, c'est comme quand on se regarde le matin dans un miroir, et s'il y a un miroir qui est, je crois, fait, c'est pour voir si on a des défauts et les corriger. Donc, voir ces critiques comme étant de la mauvaise foi, c'est regrettable. C'est regrettable. Mais les Congolais de l'étranger, excusez-moi, sont maintenant ont versé dans la violence actuellement. Maintenant, on est même en train de tabasser les gens, d'empêcher les gens comment je peux dire, de tenir un meeting, de tenir un rassemblement. Quand il y a quelqu'un qui va là-bas, ils ne sont pas d'accord, ils l'empêchent carrément de parler. Ce n'est pas une attitude démocratique, entre guillemets, si je peux m'exprimer. Vous empêchez les chanteurs d'exercer leur travail, vous empêchez les politiciens d'exercer leur travail. C'est pas ça la démocratie. Ne mélangez pas les Congolais de l'étranger. Et gardez dans cette dénomination des Congolais de l'étranger, vous les mettez tous dans un même sac. S'il y en a, comme vous êtes en train de le déclarer, qui agissent de la sorte. Ce n'est qu'une frange. Il faut éclaircir la population parce qu'on a l'impression que c'est tous les Congolais qui Congolais. Moi, je suis désolé, je crois que s'il y a à s'exprimer, ce n'est pas personnellement, si je dois prendre un avis par rapport à ça, ce n'est pas par rapport à la violence, ce n'est pas par la violence. Bon, c'est un choix de certains, ça, je les laisse devant leur responsabilité. Moi, je crois qu'en tant que personne responsable, nous avons la parole pour pouvoir s'exprimer. On vit dans un monde où je crois que la violence dans certaines circonstances est à omir. Mais bon, personnellement, il ne faut pas faire l'amalgame et penser que l'ensemble des Congolais de la diaspora a pour façon du moins d'agir ou de répondre à ce qu'ils considèrent comme étant vous croyez que c'est une solution? Quel est votre avis à empêcher un chanteur d'aller jouer en France? Quel est l'impact de tout ça? Je crois que ceux qui font ces actes seront mieux placés pour vous répondre par rapport à la en tant qu'élite, mais personnellement, je regrette. Vous pensez que c'est ça la piste de solution pour changer les choses? Autant je peux dire que ce n'est pas la solution à ce problème. La solution, ce n'est pas de s'en prendre à tel ou tel artiste venant du Congo, mais en même temps, je dis que chacun soit devant ses responsabilités. Quand je parle de responsabilité, c'est de dire de se poser la question. Par exemple, quand un parent se rend compte que dans la famille, il y a un enfant qui devient, excusez-moi du terme, un peu plus turbulent, c'est de se poser la question de savoir pourquoi il y a ce problème. Donc, personnellement, ce n'est pas ma façon d'agir. Personnellement, je pense que les Congolais de la diaspora, ce n'est pas leur façon d'agir. Certes, effectivement, c'est un phénomène qui existe et qui est aujourd'hui en Europe où malheureusement il y a ces actions. Ben, écoutez, ces actions sont à prendre dans l'ensemble de la situation qui est déplorable des Congolais. Mais personnellement, ce n'est pas notre façon d'agir. Et ce n'est pas tous les Congolais de la diaspora qui agissent. Bon, l'image aussi que nous, on a des Congolais de l'étranger, c'est des Congolais qui sont, entre guillemets, excusez les termes, un peu frivoles. Des Congolais qui aiment s'habiller, qui nous montrent qu'ils s'habillent bien, qu'ils mangent bien. Alors j'aimerais bien savoir, Monsieur Kalouta, est-ce qu'il y a des Congolais qui se sont bien intégrés, qui exercent la politique là-bas en France, qui exercent d'autres métiers à part être, je ne sais pas, sapeur, entre guillemets? C'est l'image qu'on nous renvoie des Congolais ici aussi. Ce qui est malheureusement, c'est aussi l'image qui malheureusement est souvent attendue par les Congolais restés au pays eux-mêmes. Parce que ceux qui est rentrés sans faire ce bruit, et qui, en Europe, exercent des activités, je dirais, normales, et qui font la fierté des Congolais en Europe, quand ils rentrent, ils sont anonymes, et ils ne font pas de bruit, personne n'en parle. C'est assez regrettable. Le problème, c'est que, vous savez, il suffit qu'il n'y a que les tonneaux vides qui font du bruit. Il y a des milliers de Congolais installés dans les pays européens, en Amérique et un peu partout, intégrés dans les pays où ils sont, travaillant dans des secteurs d'activité diverses, ça va de l'informatique en passant par l'économie, étant entrepreneurs dans ce pays, qui font la fierté de ce pays. Donc on en rencontre souvent, et je ne parlerai pas de mon cas, mais je dirais qu'il y en a plusieurs. Personnellement, je suis informaticien, consultant,
SAP, qui a un système de gestion intégrée d'entreprise, système Application Data Processing, et dans lequel je suis spécialisé depuis 11 ans. Vous êtes revenu au pays, je crois que vous revenez de temps en temps. Alors, quelles sont vos impressions actuellement? Quand vous voyez votre pays, la République démocratique du Congo, espérons que vous êtes encore congolais, quelles sont vos impressions dès que vous atterrissez à l'aéroport? Je commence par le commentaire que vous avez fait, espérant que vous êtes encore congolais. Je le suis et je le resterai. Ça fait un peu plus de 20 ans, je dirais 27 ans, 24 ans que je vis à l'étranger. Revenant souvent au Congo, je suis resté congolais et je le resterai. Ça c'est d'abord une première chose parce que j'aime ce pays. Je suis fils de ce pays et c'est un choix. C'est un choix qui est personnel et cela ne m'a pas empêché, là où je vis en France, de travailler dans le secteur d'activité où je suis. Et voilà. Et pour le reste, quelles sont mes impressions quand je rentre au pays? Vous savez, faisant partie de ceux qui ont quitté le Congo dans les années 83-84, on est parti, on avait laissé une certaine image. C'est vrai qu'il y a eu les difficultés que vous connaissez, qu'on a connues, il y a eu les guerres et ainsi de suite. Au retour, quelques années après, on avait trouvé un pays assez sinistré, avec toutes les conséquences de ce qu'il y a. Une ville, si je prends l'exemple de Kinshasa, complètement délabrée, si je peux le dire ainsi. Et bon, depuis quelques années, il y a des efforts, c'est vrai. Même si il y a de quoi faire et il y a beaucoup à faire. Mais il y a une chose, c'est que j'ai l'impression que, pas l'impression, mais j'ai un constat, c'est un constat que j'ai pu faire, une espèce de découragement dans le chef des Congolais. Moi je l'appelle ça le syndrome et les Karanango. C'est-à-dire que le Congolais a tendance à tout accepter, même l'inacceptable. C'est-à-dire que on conçoit mal. Personnellement, je conçois mal dans ce pays que l'électricité, nous qui produisions tant d'électricité avec le barrage d'Iga, se retrouver avec des délestages un peu partout, n'est-ce pas? Et que, à force même de manquer de l'eau, les gens se sont habitués. La population s'est habituée. Et les autorités, et c'est comme si il y avait eu cette tendance, si vous voulez, à trouver des palliatifs à des situations, des problèmes de la société, d'électricité, de problèmes de route, des palliatifs, parce qu'il y a une route qui est défectueuse, ou les routes sont mauvaises, qu'est-ce qu'on fait? On se prend des jeeps, n'est-ce pas? Comme ça, les jeeps 4x4, on peut passer. C'est un palliatif, on n'a pas réglé le véritable problème. Donc moi, je crois que nous devons nous remettre en question, quand je dis nous les Congolais ensemble, par rapport à ce que nous voulons pour notre pays. Ce pays a besoin d'un nouveau leadership, c'est-à-dire des personnes qui puissent réellement... Donc nous ne revendiquons pas comme les Arabes, c'est ce que vous voulez nous dire? Le problème n'est pas de revendiquer, le problème c'est d'abord de ne pas de prendre conscience de ça d'abord. Ne pas accepter sa situation ne veut pas dire forcément se rebeller. Cela veut dire savoir dire non quand il faut dire. Mais comment dire non? Comment dire non? Moi personnellement, je n'arrive pas à concevoir et à comprendre, madame, que dans certains secteurs des sociétés de la place, qu'on puisse laisser le personnel durant plusieurs mois sans être payé. C'est inconcevable. Et pendant ce temps, ceux qui sont à la tête de ces entreprises, sans citer les noms, sans citer les entreprises, continuent à être payés. C'est inconcevable. Moi, personnellement, je ne pourrais pas me regarder dans la face si j'étais chef d'entreprise et avoir mes salariés rester des mois et des mois sans être payés. C'est une question de conscience et du respect de l'être humain. Il y a d'abord cette situation. Et il faut un courage énorme. Je dis il faut un courage énorme de la part de ces milliers et des millions de Congolais qui aiment ce pays, qui malgré cette situation vont travailler. Je dis chapeau. Mais le problème, madame, la révolte n'est pas une solution. Le problème, aujourd'hui... Donnez-nous par exemple des pistes. Vous qui vivez en Europe, peut-être que nous, on ne voit pas assez. On est habitués. Comme vous le dites si bien, on est habitué au syndrome et les Kakanango, mais vous qui vous avez un regard assez éloigné, un regard assez distinct, un regard assez froid. Donnez-nous des pistes. À commencer, je ne veux pas dire, voilà, je viens donner des pistes et des solutions, mais devant nous, il y a des échéances qui arrivent. Donc, s'il y a une sanction à faire, et dire qu'on n'a pas accepté, on ne peut pas accepter notre situation, voilà l'occasion. Vous savez, le citoyen a quelque chose qui est très important, et bientôt les citoyens seront sollicités. Le suffrage pour ceux qui peuvent voter. L'électeur peut sanctionner et dire non, voilà ce que nous avons.
Voilà ce qu'on attendait de vous durant ces années. Vous ne l'avez pas accompli, vous ne l'avez pas fait. Nous voulons des gens qui soient à même de le faire. Nous voulons des gens qui puissent s'occuper de nous, s'occuper et le dire. Et ne pas, hein, aujourd'hui, comme on le verra et comme on le voit malheureusement quand on approche ces périodes électorales, les mêmes qui se plaignent, en tout cas je parle du citoyen que je suis, qui se plaignent de la situation du pays, on va courir derrière ceux qui étaient là, applaudir, accepter des petits cadeaux, je dirais des gadgets par-ci par-là, t-shirts, stylos, pour refaire en sorte que ces mêmes dont nous déplorons la gestion puissent continuer. Il y a des fils de ce pays qui aiment ce pays, qui veulent travailler pour ce pays. Le problème, c'est pas de venir dans les sons, ils sont là, ils sont. Mais moi, je crois qu'il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et on laisse l'administration travailler, réorganiser l'administration de ce pays. Mais il y a quand même, les Congolais de la diaspora se plaignent, ils n'ont pas le droit de vote. Hein, donc, vous pensez que, pourquoi ça fait 2 fois, déjà en 2006, ils disent qu'ils n'avaient pas le droit de vote, et en 2011, la même chose. Ils ont raison, parce que être à l'étranger et être congolais ne nous enlève pas le droit d'être congolais, ne nous retire pas le droit de regard sur ce qui se passe dans ce pays. D'autres nations, d'autres pays sont à même et ont été capables d'organiser des élections et de faire participer les Congolais de l'étranger. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, même malgré ce qui s'est passé, à Paris, les Ivoiriens ont voté. Mais il y a quand même un problème assez sensible, M. Kalota, c'est la double nationalité. Beaucoup de Congolais qui sont à l'étranger sont des étrangers, en fait. Comme chez nous, la nationalité est une et exclusive, la plupart sont des étrangers et que nous le cachent derrière, vous avez les dit poches. beaucoup, mais moi je vous dis, tous ne le sont pas. Donc moi personnellement, je suis congolais. Il y a eu moratoire chez nous. Si vous le savez, il y a eu moratoire à l'Assemblée nationale à cause de cette histoire de la double nationalité. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est passé sous silence. Madame, donc c'est un débat, effectivement un débat. Sur... Qui est congolais, qui ne l'est pas à l'étranger, c'est ça. Le problème, ce n'est pas d'être congolais, de ne pas être congolais. Le problème, c'est de savoir qui sont ces fils du pays qui peuvent être capables de travailler pour ce pays. La double nationalité ne doit pas être une gêne. La double nationalité ne doit pas être une gêne parce qu'on le voit en France et dans d'autres pays. Il y a beaucoup de citoyens de ces pays-là qui ont la double nationalité. Je prends l'exemple aujourd'hui d'un État, d'Israël, dont des citoyens... Ça peut apporter un plus, la double nationalité? Ça peut apporter un plus, parce que je vois dans ce pays, je parle du Congo, où il y a je dirais des fonctionnaires étrangers qui travaillent. Quand je parle des fonctionnaires étrangers, des divers organismes, n'est-ce pas, qui viennent travailler pour le Congo. Vous allez dire qu'ils n'aiment pas le Congo, ceux qui viennent durant des années travailler, eux, étrangers, venant travailler pour le Congo, ils n'aiment pas le Congo. À plus forte raison, les enfants ou les fils de ce pays, même étant à l'étranger, même ayant acquis d'autres nationalités. Vous croyez qu'ils n'aiment pas le Congo et qu'ils seraient des citoyens de seconde zone au point de ne pas avoir droit au chapitre et de pouvoir ouvrir ce débat sur la double nationalité? Pourquoi c'est aussi sensible en République démocratique du Congo? Il faut mettre le débat sur la table et se demander pourquoi cela pose problème. Moi, je crois que tous nous sommes des Congolais. Que certains, en tout cas ceux qui ont acquis d'autres nationalités, ils ont les raisons qui les ont poussés à le faire. Mais dans la pratique, ils continuent à aimer ce pays. Ils sont restés congolais. Donc il y a leurs racines dans ce pays. Pourquoi les empêcher d'apporter leur pierre à l'édifice pour la reconstruction de ce pays? Vous croyez qu'en obtenant cette double nationalité, ils peuvent le faire maintenant d'une façon assez ouverte? Après qu'il y ait des postes qui ne soient réservés qu'aux Congolais, c'est-à-dire à ceux qui le sont restés, c'est un débat. Mais dans un pays, monsieur Kalota, il faut des garde-fous. Même aux États-Unis, c'est pas tout le monde qui devient chef de l'État ou président de la République. Il y a des garde-fous. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. C'est pourquoi je dis que c'est un débat qu'il faut mettre sur la table. Qu'il y ait des fonctions qui ne soient réservées qu'aux Congolais de nationalité et qui le sont restés. C'est un débat, ça c'est un problème, c'est concevable. Mais n'empêchez pas les Congolais de l'étranger, nos frères qui ont d'autres nationalités, de venir travailler au Congo ou d'apporter leur pierre à l'édifice. Moi je crois que c'est un faux problème, dans le sens où si nous arrivons chacun à comprendre, ou du moins à être à table et à se dire, bon voilà, nous de l'étranger, moi devenu belge, français et consort, voilà ce que je peux faire pour ce pays, qui malgré tout
reste le pays de nos ancêtres, reste le pays de nos parents. Mais moi, je crois que ce débat peut trouver une solution convenable. Mais effectivement, il y a des fonctions, et ce qui est tout à fait normal, qui ne peuvent être réservées qu'à ceux qui... Comme les fonctions de députés, quoi. Pourquoi pas? Ça peut l'être, mais c'est un débat. Moi, je vous dis, c'est un débat qui reste ouvert, parce que je ne sais pas quelle est la crainte que vous avez de ceux de l'étranger, mais moi, en tant que Congolais qui le suis resté, même vivant à l'étranger, je peux comprendre à un certain moment la réticence qu'on nous fait de se dire, oulala, ceux-là, ils arrivent, ils vont prendre nos places. Voilà. Et après, dès que... Exactement, c'est ça le problème, même si on ne le met pas sur la table. Vous, les Congolais, vous êtes à l'extérieur, vous parlez trop, vous critiquez, mais vous venez prendre nos places ici. Hein. Non, le problème, c'est pas... C'est ça le problème. Madame, venez nous chipper nos places. Je vous dis, moi j'exprime le fait que les sortes de la population, vous nous volez nos places. Vous êtes à l'extérieur, vous nous critiquez, mais vous venez nous voler nos places. Je ne veux pas parler pour l'ensemble des Congolais de l'étranger par rapport à ça. Je parle de moi. Écoutez, madame, les fonctions que je... Vous ne pouvez pas laisser ça à un Congolais d'ici? Non, les fonctions que j'occupe en France, le travail que j'ai aussi aujourd'hui en France, je pouvais très bien me dire, écoutez, Jean-Pierre, tu as un bon travail en France, un bon salaire. Personnellement, je n'ai pas à envier une autre fonction ou un salaire ici au pays. Mais si je décide de rentrer, c'est parce que j'aime ce pays. Donc je ne vois pas en ce moment-là quelle serait la traite. La traite, c'est parce qu'il y a l'amour de ce pays. C'est parce que je veux mettre au service de ce pays. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a à choisir sur le plan matériel, là où je vis, par rapport au travail que j'occupe, je préfère rester là-bas. Mais non, c'est ce pays que je veux aider. Parce que le Congo a payé pour que nous étudions là. Nous sommes redevables à ce pays par rapport aux études que nous avons effectuées. Vous qui êtes à l'extérieur, comme aujourd'hui je reçois vraiment un Congolais de l'étranger, j'aimerais bien vraiment qu'on s'y penche. Quelle est l'image que vous avez des Congolais d'ici? Déjà, vous dites qu'on ne revendique pas, on est assez amorphe, mais à part ça, vous ne trouvez pas qu'on est quand même un peu placé, assez inventif, parce qu'on parvient à survivre dans des conditions assez difficiles? Je suis étonné et admiratif par rapport à cette situation, cette capacité de survie. Mais la capacité de survie, madame, ne doit pas masquer ce qui est réel. Nous ne devons pas nécessairement chercher la capacité de survie, nous devons vivre et non pas survivre. Et non pas survivre. Belle formule en tout cas. On doit vivre et non pas survivre. Le Congolais a le droit de vivre et non pas survivre. Donc, je suis admiratif de voir que malgré la situation qu'il y a, ce peuple continue d'avancer. C'est parce qu'il y a de l'espoir. Et si nous rentrons, c'est parce que aussi nous avons de l'espoir. Bon, Monsieur Kalota, il y a des jeunes qui donneront père et mère pour s'installer en Occident et tout, mais on a l'impression que ces derniers temps, il y a une montée assez forte de la droite, de l'extrême droite en France. Et que direz-vous à ces jeunes Congolais qui rêvent d'aller en Occident? L'Occident d'il y a 20 ans, c'est la même chose. La France d'il y a 20 ans, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a les mêmes ouvertures, les mêmes capacités d'accueil? Vous savez, beaucoup diront que je suis mal placé pour dire ou donner de leçons à ceux qui veulent aller à l'extérieur, parce que moi-même, je suis à l'extérieur. Mais le problème n'est pas là. C'est que quand on voit comment ce pays attire les étrangers, je vois les communautés étrangères dans ce pays, les Indo-Pakistanais et les autres, venir dans ce pays. C'est parce qu'ils trouvent que ce pays peut les enrichir. Et en même temps, on se dit, mais pourquoi nous, enfants de ce pays, voulons quitter ce pays? Ceux qui viennent construire et qui ne sont pas fils de ce pays, les maisons qu'ils construisent, vous croyez qu'ils vont repartir avec? Quelqu'un qui vient construire dans notre pays, c'est qu'il a l'intention de s'y installer. Et comment expliquez-vous cette montée de l'extrême droite en France? Vous savez, ça a toujours été dans le fil de l'histoire. Avant la Première Guerre mondiale, ça a été même la montée d'Hitler en Europe, c'était l'extrême droite qui montait. À chaque fois dans l'histoire, et surtout de l'Europe, qu'il y a des problèmes, des difficultés économiques, l'extrême droite populiste malheureusement monte et on pointe du doigt qui l'étranger qui vient voler le pain des nationaux. Est-ce que vous avez l'impression d'être un voleur en France? Ou que vous devez quelque chose à la France? Écoutez madame, je suis dans ce pays légalement, dans lequel je travaille légalement. Vous payez vos impôts, vos taxes? Légalement. Donc, au même titre que ceux qui sont français, j'ai le droit d'y être et d'y habiter. Donc, vous savez, c'est une question de respecter les lois d'un pays dans lequel on vit.
Moi, je crois que les problèmes d'immigration, il faut comprendre qu'à un certain moment, un pays puisse restreindre l'entrée. Vous comprenez pourquoi Je aujourd'hui peux comprendre, et je peux le restreint comprendre. Mais en même temps, c'est à nous, à nos dirigeants, de réfléchir pour voir comment est-ce que les autres pays protègent leurs frontières. Ils cherchent par certaines mesures, selon eux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on accepte ou qu'on n'aime pas, qu'on n'accepte pas, c'est leur pays. Et par rapport à ça, nous, on est mal placés, qu'on l'apprécie ou pas, de leur donner des leçons par rapport à ce qu'ils doivent faire ou pas. C'est à nous, Congolais, de voir comment organiser notre pays, faire en sorte que nous aussi, nous puissions dire, voilà ce que nous voulons au Congo, voilà comment nous voulons que les étrangers soient au Congo. Alors, Faisons-nous respecter. Voilà, M. Kalota, faisons-nous respecter, mais 50 ans après l'indépendance, c'est une question que moi je me pose. Comment est-ce que l'Afrique aujourd'hui n'émerge pas? Pourquoi est-ce qu'on n'émerge pas? Et pourtant, on a les mêmes capacités. Comme l'a dit M. Kamere une fois, je l'ai suivi, que la République démocratique du Congo et le Brésil, c'est presque la même chose. On a les mêmes richesses, les mêmes capacités. Pourquoi aujourd'hui le Brésil est un pays émergent et pas nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? C'est l'homme congolais ou quoi? Vous savez, madame, la question est vaste. Et on va essayer d'y répondre pour se dire que 50 ans d'indépendance, c'est peu. Ça peut paraître beaucoup, mais dans l'échelle de l'histoire, c'est très peu. En 50 ans, pour créer un État moderne, c'est très peu. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Au moment des indépendances, dans les années 60, quel était l'État du Congo? Quand je parle de l'État du Congo, je parle qui était en mesure, je parle en termes d'élite, de prendre les rênes qui étaient lâchées par le colonisateur qui partait. Très peu étaient en mesure de le faire. Et vous dites qu'en 50 ans, on a quand même formé des milliers d'universitaires qui sont sortis. Oui, mais le problème, même si pendant l'indépendance, à l'accession du pays à l'indépendance, on n'était pas plus de 20 ou de 30 comme on dit, mais aujourd'hui il y a des dizaines et des dizaines d'universitaires, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Le problème n'était pas ou n'est pas forcément d'avoir formé les universitaires. Le problème, il fallait savoir qui former, pourquoi et pourquoi faire. Vous savez, nos économies ont hérité d'une économie coloniale. Une économie coloniale avec des productions tournées vers les besoins. Au départ, c'était les besoins pour la Seconde Guerre mondiale, soutenir l'effort de guerre, n'est-ce pas? Les productions du Congo étaient tournées vers la satisfaction des besoins de l'extérieur. Soit en caoutchouc, en café et consorts, c'était vers l'extérieur. Au détriment des cultures vivrières, au détriment de ceux qui pouvaient faire en sorte que d'abord, ce qui est primordial, arriver à une indépendance alimentaire dans ce pays. Et l'éducation, prenons le cas de l'éducation, avons-nous posé la question en ce moment-là pour se dire qui avions-nous besoin pour développer notre pays? Autant d'agronomes, de techniciens, d'ingénieurs et ainsi de suite. La planification. On a mal orienté l'éducation. Le problème, c'était une question de planification. Pas nécessaire. Voilà, savoir exactement où on va, combien nous sommes, avec qui on doit le faire, avec quel type de compétences on doit le faire. Donc gouverner, c'est prévoir. Et aujourd'hui, on peut se retrouver avec une pléthore, je dirais, d'universitaires, mais pour faire quoi? Je vais donner un exemple qui est souvent frappant, moi qui suis en France, de voir qu'un pays comme le Maroc, aujourd'hui, des grandes entreprises d'informatique s'y installent. Je prendrai le cas de Capgemini. Nous avons des collègues qui viennent du Maroc pour venir travailler avec nous en France, sortis des universités marocaines. Tout simplement, c'est parce qu'à un certain moment, il y a eu un choix de faire, c'est-à-dire une formation orientée vers un type de technologie. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont une chance pour l'Afrique. Il y a des universités ou du moins des branches de l'enseignement supérieur où les étudiants n'ont plus besoin, en tout cas nécessairement, d'aller à l'étranger en Europe comme à l'époque pour aller étudier. C'est-à-dire un professeur peut être à la Sorbonne, donner une conférence ou enseigner et être suivi en direct à l'Université de Kinshasa. C'est possible techniquement. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles technologies, nous pouvons effectivement rattraper du retard dans beaucoup de domaines. Mais il faut se poser et se dire, le Congo a combien d'habitants? Quelle est la démographie, quelle est, je dirais, la croissance démographique de ce pays pour se dire, on aura besoin de ceci, de cela, de combien de médecins dont on aura besoin. Donc c'est une planification qui est à faire. Et à cela, nous avons raté le coche. Donc on ne peut même pas se rattraper maintenant. Vous savez, madame, il faut un effort, il faut commencer.
Et ça sera difficile, ça sera dur. Ce n'est pas un travail de 2-3 ans. Il faut au moins 10 ans pour arriver à avoir une planification, ou du moins avoir les résultats d'une certaine planification bien préparée. Alors, une question assez personnelle, M. Kalota, vous êtes revenu au pays à une période, en fait vous revenez souvent, mais là on se trouve dans une période, si je peux me dire assez sensible, la période préélectorale. Alors là, je vous pose carrément la question, est-ce que vous êtes candidat à la députation Merci de me poser la question. Je me pose la question de savoir si je le ferai ou pas. C'est vrai qu'en voyant ce qui Ça vous tente? Le problème n'est pas de tenter, c'est que quand je regarde l'état de mon pays, quand je regarde la situation de mes frères, quand je parle de mes frères congolais, je me dis, est-ce que je suis en mesure, je peux porter ma pierre à l'édifice? Vous savez, c'est une très lourde responsabilité. Et on ne la prend pas à la légère, mais je crois que le moment est venu. Le moment est venu de relever le défi de la reconstruction. Chacun dans son domaine. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il est temps parce que ce peuple a besoin de nous. Et si on vous disait aujourd'hui, M. Kalota, de définir un peu l'homme politique congolais, comment il est pour vous l'homme politique congolais? Vous savez, je me pose pas mal de questions. C'est que ce que je suis des actualités, ce que je vois, c'est beaucoup plus une espèce de théâtralisation, si vous voulez, de l'espace politique. Ce peuple a besoin de manger. Ce peuple a besoin d'électricité. Ce peuple a besoin d'avoir de l'eau. Ce peuple a besoin d'avoir ses salaires payés. Ce peuple a besoin d'avoir ses enfants aller à l'école. Rêver. Vous savez, quand un peuple n'a plus de rêve, il se perd. Combien aujourd'hui, à l'intérieur du pays, je viens de l'intérieur du pays, principalement du Kassai, combien peuvent rêver d'un avenir meilleur aujourd'hui? Ils ont l'impression que leur avenir est bouché. Complètement. Complètement. Ben, ce sont des zombies. Ils n'existent plus. Quand un homme ne rêve plus, il est mort. Ah, c'est pourquoi, au lieu que nous soyons dans des querelles politiciennes, on doit se dire que faire et quoi faire pour ce peuple. Et pour vous, vous avez l'impression que l'intérieur du pays est abandonné? Absolument. Que tous les efforts sont concentrés à Kinshasa? Ben, la preuve est que, vous savez, lors de la Constitution, en tout cas la dernière Constitution, il était question que 40% La rétrocession des 40%. La rétrocession des 40% vers les provinces, est-ce que ça a été fait? Je ne pense pas, et beaucoup s'en sont plaints. Mais l'état de nos provinces aujourd'hui. Je viens de la ville de Kalanga, madame, où il n'y a pratiquement plus d'eau dans les robinets. Ou pour une ville de cette taille, une ville qui était aussi moderne, c'est l'eau de pluie qui est amenée en ville. L'eau est achetée. On va chercher l'eau d'eau. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Et cette situation est la même dans beaucoup de provinces du Congo. Kinshasa n'est pas le Congo. Kinshasa fait partie du Congo, c'est la capitale du Congo. Il y a aussi l'intérieur. Il y a aussi l'intérieur du pays. Alors, sortons un peu de ce cadre, parce que je crois que là, c'est trop d'émotions, donc essayons d'aller un peu, d'alléger un peu. Il s'est tenu dernièrement à Brazzaville, le sommet des pays, moi je peux dire, qui ont des bassins forestiers et tout ça, mais le potentiel a dit que non, que le Congo-Brazza nous a damné le pion. Pourquoi? Vous savez, de cette forêt du bassin du Congo... Ça appartient à qui, ce bassin du Congo? Ce bassin du Congo, c'est l'ensemble des pays dont les rivières, ou du moins qui font partie du bassin hydraulique. Donc, ça va de la République démocratique du Congo, qui est l'un des principaux pays, la République du Congo, le Gabon, jusqu'au Cameroun. Voilà. Et je crois que la République démocratique du Congo a un rôle majeur à jouer. Mais encore une fois, il y a un problème de planification. Vous savez, gouverner, c'est planifier. Et si sur, je dirais, l'organisation de ces
conférence ou ce type de manifestation, nous sommes en train, ne soyons pas étonnés que d'autres Prennent le le fassent, devant. prennent le devant. C'est que quelque part, on a été distrait. Pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les Congolais ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont, de ce qu'ils possèdent? Peut-être c'est ça le problème aussi. On cherche tellement à survivre qu'on ne se rend même pas compte qu'on a une forêt, on ne se rend pas compte qu'on a des rivières, on ne se rend pas compte qu'on a des lacs, tellement on cherche à manger, à survivre. C'est peut-être ça. Et je parlais de rêve, madame. D'un instant qu'on a faim, d'un instant qu'on se demande en se levant le matin, est-ce qu'on va manger ce soir? Vous savez, on en oublie même qu'on a une soirée. J'observais il n'y a pas longtemps qu'il y avait un mendier qui avait bu dans un quartier de Kinshasa où je passais, et je disais à un de mes frères, je lui dis, mais c'est pas possible. J'ai l'image de cette personne qui est là ce matin priant, demandant à Dieu de lui donner à manger. N'est-ce pas? Et pourtant il a un mendier dont les membres sont nuls et qui des fois tombe. Mais cette personne a tellement souffert dans sa vie qu'il en oublie même qu'au fait, il lui aurait suffi de cueillir ses membres, de manger ou de les vendre pour se sortir de cette situation. Ça fait réfléchir. Et vous avez mis un point sur un sujet assez sensible aussi, le rôle de l'Église dans la vie des Congolais. Il y a des gens qui disent que non, ce sont les pasteurs, les prêtres qui endormissent un peu le Congolais. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est caractérisée par la multiplicité des assemblées dites évangéliques et de réveil. C'est une bonne chose. Vous pensez? J'ai pas fait de C'est une bonne chose parce qu'il y a la liberté de culte dans ce pays. Mais en même temps, je dis bien en même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est souvent regrettable de constater que l'accent est mis sur ce qui est accessoire, et pourtant je vois des jeunes aujourd'hui communément appelés chégués qui sont à l'extérieur, qui s'en occupent. Il y a la liberté de culte, mais avant toute chose, un pays se relève par le travail. Et je crois que la bénédiction vient à travers du travail qui nous est donné. Le travail qu'on effectue. Dieu nous bénit par le travail que nous sommes en train de faire. Donc, le Congolais, ne viendra pas. Prie trop, mais ne travaille pas. Le pain, madame, ne viendra pas du ciel. Le pain ne vient pas du ciel. Dieu nous bénit. Il n'y a pas de miracle, vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas au miracle. Le premier miracle, c'est celui du travail que Dieu nous donne. Et de la force que Dieu nous donne pour que nous travaillions. Dieu a dit, tu mangeras par la sueur de ton front. Je te bénirai dans tes champs. Quel chant? Je ne parle pas de chant de chanter, mais les champs de cultiver. C'est par le travail que Dieu nous bénit. Et s'il y a une des premières libertés de l'homme, c'est celui du travail. Mettons-nous au travail. Et qu'aussi, on nous donne les moyens de travail. Et je crois que c'est ça qui fait qu'un peuple se relève, un peuple marche et un peuple avance. Même au travers de la Bible, quand on voit les dîmes qui étaient demandées, c'était par rapport à quoi? En fonction du travail que faisait ce peuple. Ok, revenons sur les printemps arabes, M. Kalouta. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces révolutions qu'il y avait une ombre qui tirait les ficelles derrière toutes ces révolutions dites pacifiques ou quoi? Vous savez, qu'il y ait quelqu'un derrière ou pas, toujours qu'il y a un moment donné, il y a eu un élément déclencheur, le ras-le-bol. Un peuple qui en a marre, excusez-moi du terme, se révolte. C'est ce qui s'est passé. Donc, dire derrière qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles, certes, il y a eu de la récupération par rapport à ce mouvement. Mais je crois que ça a été un mouvement spontané. Vous y croyez, vous? J'y crois, d'autant plus que je vois mal quelqu'un, parce qu'on venait de lui arracher ce qui était sa source de survie, de substance, s'immoler. Vous vous rendez compte, madame, de quelle mort cette personne à Tunis, je ne sais plus dans quelle ville de Tunisie, voilà, c'était immolé. C'est une souffrance. Et on ne le fait pas, je pense, pas de gaieté de cœur. Et vous pensez que cela a été télévisé?
Et vous pensez, M. Kalkaragnan, chez nous en République démocratique du Congo, vous pensez que les élections c'est une solution en Afrique, vu tout ce qui se passe, après les élections en Côte d'Ivoire, c'est la guerre, après les élections au Kenya, c'est la guerre, après les élections, toujours des périodes tendues pendant les élections. Vous pensez que les élections en Afrique est une solution où on peut passer outre les élections, former peut-être un gouvernement d'union nationale, ça va nous épargner de l'argent, la mort d'hommes et tout ça? Les élections, c'est un moyen par lequel le peuple se choisit ses dirigeants. Nous avons choisi le chemin de la démocratie. Les élections sont nécessaires dans ce pays. Mais après, il y a une question des institutions. Est-ce que forcément, nous devons avoir un système de gouvernance ou bien le gouvernement calqué de celui de l'Occident? Ça, c'est une autre question. Est-ce que nécessairement, nous devons avoir un système de gouvernement ou un système politique conflictuel? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. C'est de là où on doit rechercher, je dirais, une démocratie endogène, c'est-à-dire issue de notre culture, puisée, et ça c'est le travail de sociologues et C'est d'autres. vrai que l'Africain, le noir a besoin d'un dictateur, un homme fort à la tête du pays. Le problème, ce n'est pas d'avoir un dictateur, et je ne pense pas que dans notre Peut-être tradition... dictateur c'est trop fort, mais un homme fort qui a un main de fer, la poigne pour Je gérer ne le pense pays. pas, madame, que dans nos traditions, Mhm. que ce soit dans le royaume de Kuba, l'Empire Lunda et consorts, Il y avait un seul chef, hein? un seul chef, mais attention. Mobutu l'avait récupéré, hein, il dit, le Congo est un village, on n'a qu'un seul chef. Hein. Vous parlez des royaumes actuels, moi je parle de l'histoire. Bon, ok. Vous Ben, savez, c'est ça. oui, vous savez, madame, ces chefs n'étaient pas des dictateurs. Ces chefs étaient l'émanation d'une culture, d'une volonté de la population locale. Et je crois qu'ils étaient là pour le bien de la population qui leur rendait bien. En parlant je dirais, des institutions ou d'une organisation non conflictuelle, je pars du fait que nous devons puiser dans notre culture et pouvoir tirer de cette culture ce qui peut être l'Africain être l'essence même. Parce que l'Africain a encore une culture, avec toute cette mondialisation, l'Africain est broyé sous divers... Parce que l'Africain a encore une culture propre à lui. Nous devons faire attention. Vous savez, un pays comme la Chine, un pays comme le Japon, je prends l'exemple du Japon, le japonais est resté foncièrement dans ses traditions, mais cela ne l'a pas empêché, madame, d'être dans la modernité. L'aliénation dans laquelle, malheureusement, beaucoup d'Africains se sont placés, considérant que le blanc était supérieur, est un frein pour le développement de l'Africain. Nous devons puiser dans notre culture. Vous savez, à l'époque, on avait parlé du recours à l'authenticité. À l'époque de Mobutu. Cette politique, si elle avait été bien étudiée, et je dirais bien travaillée et au bénéfice de la population, et non pour l'assouvissement d'un pouvoir personnel, aurait été une chance pour l'Afrique. Ça n'a pas été le cas. Mais tout n'est pas à rejeter. Ce qu'il faut réellement tirer de nos cultures, c'est cette conception d'un pouvoir ou du moins des institutions apaisées. Tout le monde ne doit pas forcément avoir, je dirais, les mêmes opinions. Mais ce n'est pas parce que nous avons des opinions différentes qu'on doit se combattre. Au contraire, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition, l'opposition est un miroir pour le pouvoir. Ce n'est pas l'ennemi du pouvoir. Le pouvoir doit s'en servir pour voir quels sont ses tares et ses défauts et se corriger. Donc, on doit arrêter un espèce de, je dirais, de politique conflictuelle, mais dans le respect de chacun, des opinions de chacun, je crois qu'on peut trouver une voie. Et cette voie, les spécialistes, c'est à eux de réfléchir là-dessus et de pouvoir réfléchir par rapport à nos cultures, comment on peut avoir l'émergence d'un État moderne africain. Vous savez, il y a du chemin. Je crois que nous sommes en train de chuter. Monsieur Kalotte, est-ce que pour vous, la nation congolaise existe? Avons-nous une nation? Vous qui vivez à l'extérieur, est-ce que vous vous sentez que la RDC est une nation? Qu'on partage des mêmes valeurs, des mêmes... Je dirais que c'est une nation qui l'est devenue, qui est en train de le devenir et qui le sera. Vous savez, en parlant de nation, si je prends l'exemple de la France, il a fallu 1000 ans à la France pour être ce qu'elle est. Les États-Unis d'Amérique, on dit bien États-Unis d'Amérique, ont connu des guerres de sécession qui allaient entraîner la séparation de ce pays. Aujourd'hui, ils sont plus qu'unis que jamais derrière la bannière étoilée. Et qu'est-ce que c'est un autre élément quel est cet élément qui doit nous unir, en fait, nous, en République démocratique du Congo? C'est quoi cet élément qui doit être le point focal pour nous? Vous savez, aujourd'hui, nous avons une histoire qui est commune.
Et cette histoire, on ne pourra plus nous l'arracher. On est Congolais, on le restera. Certes, les frontières de l'Afrique ont été imposées en 1885 à la conférence de Berlin. Et les pères des indépendances avaient accepté de ne pas revenir sur ces frontières. Les différents présidents, à commencer par Mobutu et ceux qui sont venus, ont voulu maintenir ce pays dans l'unité. Certes, cela n'est pas facile, mais cette unité devra et doit continuer. Cela ne veut pas dire qu'il y ait des diversités. Le Congo est un pays de diversité, mais une nation se crée et se forme au travers des difficultés, au travers de toute une histoire commune en devenir. Ne demandez pas à des nations ou à des pays qui n'ont que 50 ans d'existence d'être au même niveau que la France, d'être au même niveau que la Grèce ou consort. Nous sommes en train de marcher et les Africains sont en train de marcher. Le Congo est en marche. Certes, peut-être nous ne verrons pas ce résultat. Et De nos notre enfants, vivant, nos petits-enfants le verront. Ce pays est et restera uni. Voilà, M. Kalota, je crois que nous sommes à la fin. Mon réalisateur m'a dit que nous sommes à la fin de cette élite d'aujourd'hui. Je crois que vous avez passé un moment assez agréable avec nous. Malgré que nous sommes dans la politique et vous les Kanamo, mais je ne pense pas que nous avons cet esprit-là ici à BRT Africa. On se bat vraiment avec tout ce qu'on a pour vous donner le meilleur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. J'étais très heureuse de vous le présenter et de partager avec M. Jean-Pierre Kalota ses points de vue. C'est un Congolais de l'étranger. Donc, vous avez compris un peu ce que pense un Congolais de l'étranger, ses points de vue par rapport à plusieurs thèmes. Voilà, vous aurez la rediffusion de cette émission lundi à 11h. Et restez branchés sur le programme de BRT Africa. Et merci encore. Merci. Bokata. Voilà, la version musique. La voix qui m'a